It's now almost a year ago, on the night of February 24th, that Russia invaded Ukraine and war was back to Europe. 1 year on, Putin's perfidious plans continue to be foiled by the brave Ukrainian nation. 1 year on, Russia has completely alienated itself from Europe, its most important economic relationship, and is isolated on the global stage. Elles vont frapper durement l'économie russe. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. 24 février 2022, la Russie lance une opération militaire spéciale en Ukraine, avec pour objectif, entre autres, d'aider les régions pro-russes de Donetsk et du Lugansk à prendre leur indépendance et de nettoyer l'Ukraine, je cite, de l'infection nazie qui corrompt son oligarchie et freine sa croissance harmonieuse. C'est un choc mondial. L'Ukraine est la petite sœur de la Russie. Leur histoire est commune. Parmi les nations slaves et les anciennes républiques soviétiques, elles ont toujours été à part. Mais le conflit qui les oppose depuis le milieu des années 2010 ne semble pouvoir trouver de solution que dans un combat à mort, d'où il faudra forcément faire ressortir un gagnant et un perdant. À ce sujet, Vladimir Poutine a déclaré, je cite encore, « Hitler a voulu détruire la Russie. Le monde doit se rappeler comment ça a fini. » Glaçant mais limpide, il n'est pas question que la Russie perde cette guerre. La dernière fois qu'elle a connu la défaite, c'était en 1918 et elle était alors en pleine révolution. Avant cela, il faut remonter à la guerre de Crimée, la première, celle de 1853, et on ne peut même pas dire que la Russie ait perdu la guerre froide puisque cette guerre est toujours en cours. Ça aussi, c'est Poutine qui le dit. Mais quand il a frappé ce jeudi-là, passé le choc, le monde a réagi. Les condamnations sont tombées un peu partout. Les États-Unis, l'Europe, le Canada, l'Australie, le Japon, l'Égypte et la quasi-totalité de l'Amérique du Sud ont protesté. Et l'Occident s'est rangé d'un bloc derrière l'Ukraine sous la bienveillance de l'OTAN. Les dirigeants des puissances qui soutiennent l'Ukraine ne peuvent pas s'engager militairement sans déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais il existe d'autres moyens pour affaiblir l'ennemi, comme s'en prendre à son économie. Viennent alors les sanctions, tout un arsenal commercial et financier, un embargo, des obstacles réglementaires, des interdictions, pendant que sur le front, victoire et défaite s'enchaînent dans les deux camps et que la situation s'enlise. La guerre coûte cher à l'Ukraine et le président Zelensky a fait le tour du monde pour réclamer de l'argent et des armes, toujours plus d'argent et toujours plus d'armes. La Russie, elle, est isolée et mise au banc du commerce international. Elle ne peut compter que sur ses propres forces armées et sur les services des milices privées. Enfin, quand tout se passe bien, car on l'a vu ces derniers jours, tout n'est pas rose avec Wagner. 16 mois plus tard, le temps est venu de faire un point sur la situation économique de la Russie. Quelles sanctions sont actuellement appliquées et remplissent-elles leur mission ? C'est de ça aussi que je vais vous parler aujourd'hui et nous allons voir que si l'adversaire se révèle aussi coriace, c'est qu'il ne manque pas d'atouts dans son jeu. Mais, juste avant, ai-je besoin de préciser que nous ne sommes pas un organe de communication secret dirigé par le FSB, ni subventionné par la CIA. Nous sommes une équipe de passionnés et nous avons besoin de vous pour continuer à vous fournir toujours plus de super contenu en toute indépendance. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de vous abonner et de partager nos vidéos pour nous aider à nous faire connaître. Merci à toutes et à tous et attachez vos ceintures. On a dégoté un avion clandestin et on embarque tout de suite direction Moscou. Bienvenue sur Money Radar. L'histoire de la Russie est aussi longue, mouvementée et passionnante que la nôtre. Malheureusement, je n'aurai pas assez de temps dans cette vidéo pour remonter avant 1991 et le démantèlement du bloc soviétique, mais ce sera suffisant. Il y a 32 ans, les pénuries de biens et de matières premières, le retard technologique, l'économie stagnante, la faible productivité, le niveau de vie au ras du sol, liberté surveillée pour tous, 75 ans de régime communiste autoritaire, dont 3 décennies de stalinisme et de guerre froide, ont épuisé les peuples soviétiques. Partout, des forces démocratiques se sont réveillées et l'indépendantisme monte au sein des républiques de l'Union. Un vent de démocratie souffle sur le vieux continent qui montre l'exemple. Dans les pays d'Europe de l'Est, les gouvernements communistes tombent comme des dominos, la Pologne, puis la Hongrie, la Tchécoslovaquie et enfin l'Allemagne de l'Est en 1989.
Mikhail Gorbatchev, qui dirige l'URSS, est un partisan de l'apaisement. Il introduit des réformes libérales, la perestroïka et la glasnost, renoue des relations avec l'Occident, puis, au lendemain d'un coup d'État raté mené par des partisans du retour à l'Ancien Régime, l'URSS est démantelée, appelée à être remplacée par la Fédération de Russie, avec en son cœur un noyau dur, Biélorussie, Russie et Ukraine. Vladimir Poutine dira à ce propos « Quiconque ne regrette pas la disparition de l'Union soviétique n'a pas de cœur, et quiconque veut la restaurer n'a pas de cervelle. » Voilà de quoi méditer. À peine redevenue indépendante, la première chose que les trois républiques ont fait a été de se lier à nouveau en signant le traité de l'Union des États souverains qui crée la CEI ou Communauté des États indépendants. En tant que leader économique et démographique, la Russie actuelle a hérité de la plupart des institutions et des responsabilités qui incombaient à l'URSS avant sa chute. C'est à Boris Eltsine que revient l'honneur de présider la Nouvelle-Russie. Pendant les 9 années qui suivent, il se donne pour mission de démocratiser le pays, de le faire basculer vers l'économie de marché, de l'ouvrir vers l'Occident et de réformer les institutions, tout en jonglant avec un conflit sanglant en Tchétchénie. Mais le secteur bancaire est encore trop faible et enchaîne les crises, pendant que l'inflation augmente et crève les plafonds, plus 86% en 1999. La vie est dure en Russie. La cote de popularité du président n'a jamais été aussi basse, et d'ailleurs, jamais un président russe n'avait atteint un score aussi mauvais. Le 31 décembre 1999, la santé de Boris Eltsine se dégrade soudainement jusqu'à l'empêcher d'exercer ses fonctions. Pour faciliter une transition pacifique, il confie l'intérim à son premier ministre de l'époque, un certain Vladimir Poutine, jusqu'aux prochaines élections, prévues l'année suivante, que Poutine va remporter et grâce auxquelles il va enfin légitimer sa position au sommet du pouvoir russe. Voilà comment le deuxième millénaire commence en Russie, par la victoire d'un homme qui ne souhaite que restaurer la puissance et la grandeur de la Russie à l'époque des tsars. Sans Vladimir Poutine, la Russie contemporaine que nous connaissons ou que nous imaginons n'aurait sûrement pas le même visage. Добрый день. Доброй ночи. За которых были отданы голоса. Обещаю вам, что все демократические завоевания нашего народа будут, безусловно, обеспечены и гарантированы. Quand il arrive au pouvoir, le pays est à plat. Le PIB de l'année qui s'achève a reculé de 4,9% et représente l'équivalent de $3 200 américains par habitant. Les Russes sont encore sous le choc d'une politique de transition trop brutale qui a engendré de grosses inégalités et beaucoup de difficultés au quotidien. Et Poutine ne pouvait pas rêver d'un meilleur moment car tout est à reconstruire. Pour renforcer son influence sur la population, il commence par renationaliser les médias et les secteurs stratégiques, comme l'énergie, privatisés sous la présidence d'Eltsine. Puis il lance un grand programme de modernisation et de transition numérique et fonde tous ses espoirs sur l'exploitation des énormes gisements de gaz et de pétrole qui dorment sous ses terres pour financer le développement économique du pays. Le secteur des énergies fossiles est déjà le plus important à l'époque. Grâce à lui, entre 2000 et 2005, le pays va enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 6,7% et continuera de progresser de 6 à 8% par an jusqu'en 2008. Puis la crise financière mondiale va amputer les activités russes, comme tout le monde. On enregistre un recul de 7,8% avant que le PIB ne rebondisse tout aussi vite jusqu'en 2013, toujours grâce à la rente pétrolière et gazière qui augmente avec la hausse des prix. En 2013, l'incident est effacé. Les affaires ont repris, le PIB a quadruplé pour atteindre l'équivalent de $12 000 par habitant et le pays est devenu le premier exportateur de gaz naturel, une énergie bon marché qui va profiter à toute l'Europe et à ses partenaires asiatiques, Japon, Inde et Corée du Sud. Consécration, cette année-là, la puissance russe se hisse à la 6e place des plus grosses économies mondiales, derrière l'éternel quintet gagnant France, Allemagne, Japon, Chine et États-Unis. Aluminium, cuivre, acier, le pays est assis sur des montagnes de métaux, de combustibles et de minéraux comme la potasse, la base pour fabriquer des engrais et d'autres produits chimiques qui s'exportent dans le monde entier. L'abondance de sa production agricole lui permet aussi de vendre en quantité blé, bois, orge, tournesol et colza, qui partent vers la CEI, la Chine et l'Europe. Enfin, la Russie s'est spécialisée dans l'industrie de l'armement et exporte aussi une large gamme d'équipements et de véhicules militaires. Depuis l'arrivée de Vladimir Poutine, le nombre de familles russes milliardaires est passé de 8 à 110 selon Forbes, le taux de chômage de 13 à 5,8% et le pays est désormais peuplé d'environ 144 millions d'habitants, au pouvoir d'achat croissant et qui ne rêvent que de vivre dans le même confort que les Occidentaux. Un immense marché intérieur à l'appétit grandissant.
Les actifs sous gestion dans le système bancaire russe ont aussi bondi de 59 milliards de dollars à 1523 milliards entre 1999 et 2020, et la capitalisation de la bourse de Moscou a été multipliée par 17 pour atteindre 696 milliards de dollars. Les plus grosses sociétés russes, des sociétés d'État pour la plupart, exportent leur nom. Elles s'appellent Gazprom, Rosneft et Lukoil. Elles sont spécialisées dans le gaz, le pétrole ou les deux. Derrière, on trouve le métallier Norilsk Nickel, Rostec, contraction de Russie et Technologie, fondée pour se libérer de la dépendance aux nouvelles technologies, et Rosatom, le spécialiste du nucléaire qui ambitionne de devenir le leader mondial de l'énergie du futur, l'hydrogène. Le clan Poutine peut se féliciter d'avoir redressé la situation et lancé le pays sur les bons rails. Et ça tombe bien parce qu'il va pouvoir s'occuper d'un autre projet, un truc qui lui tient beaucoup à cœur et qui s'appelle la Crimée. Les raisons de l'annexion de la péninsule de Crimée sont multiples et controversées. Du côté russe, on met en avant l'appartenance historique de la Crimée à la Russie impériale, celle d'avant 1917. C'était aussi un territoire stratégique qui abrite une importante base militaire et qui, jusqu'en 2014, était gouverné par le président ukrainien proche de Moscou, Viktor Yanukovych. Il a été chassé du pouvoir en 2014 et remplacé par un fervent opposant à Vladimir Poutine, Petro Porochenko, qui va alors tout faire pour rapprocher l'Ukraine de l'Occident, notamment de l'Europe, jusqu'à évoquer une adhésion à l'OTAN. Pour Moscou, ça revient à rejoindre le clan américain. Profitant du chaos politique du moment, la Crimée réintègre officiellement la Russie le 18 mars 2014 avec la signature du traité d'adhésion de la République de Crimée et de Sébastopol à la Fédération de Russie. Pour une grande partie de la communauté internationale qui assiste impuissante aux événements, c'est une agression inacceptable, une violation de la souveraineté de l'Ukraine et de l'intégrité de son territoire qui consiste à un véritable casus belli, une cause de guerre, le genre d'événement qui justifie de lancer une riposte militaire en toute légalité. Oui, mais l'Ukraine n'est certainement pas prête à affronter la Russie et en réalité, personne ne l'est. Avec les contrats, ententes, accords et traités signés entre tous les pays du monde ces dernières décennies, les risques de guerre se sont considérablement éloignés et les budgets de la défense ont un peu baissé. Bref, le moment est mal choisi. Plutôt que la réponse militaire, les alliés de l'Ukraine se réunissent en urgence et décident d'une action coordonnée pour frapper l'agresseur au portefeuille. Des premières sanctions sont mises en place dès juillet 2014 et certaines sont toujours en vigueur, ravivées par l'invasion de février 2022. Malgré ces dimensions gigantesques, une population éduquée et qualifiée et ses inépuisables ressources naturelles, la Russie a aussi des faiblesses et ce sont elles que l'Alliance occidentale va exploiter pour essayer de faire plier Vladimir Poutine. Elle a beau compter sur un marché intérieur dynamique, l'économie russe est particulièrement dépendante de ses exportations, dont les prix sont soumis à la spéculation et à la volatilité, en plus de dépendre de l'ambiance qui règne entre Moscou et le reste du monde. Il est donc possible de l'isoler avec des sanctions adaptées à chaque secteur. Brandie comme une arme de dissuasion ultime en 2014, l'exclusion d'une partie des banques russes du système de paiement international SWIFT n'a été exécutée qu'après la deuxième agression en 2022, mais à défaut, investir ou financer une opération en Russie ou fournir des euros à une entreprise ou un ressortissant russe sont devenus des délits aussi graves que de leur vendre des armes ou des technologies inédites. Il est aussi strictement interdit d'alimenter les fonds russes depuis l'étranger, comme Russian Direct Investment Fund. Le RDI est l'un des plus gros fonds souverains, doté de l'équivalent de 10 milliards de dollars, créé en 2011, quand Poutine était Premier ministre, et destiné à financer les grands projets de Moscou ou promouvoir la puissance russe à l'étranger, et là, touché. Le pays a poursuivi ses activités, mais la confiance des investisseurs s'est rompue et beaucoup de capitaux ont fui le circuit bancaire russe dans les 2 années qui ont suivi. Entre 2014 et 2016, l'économie russe recule de 38% au cours de ce qui va s'avérer être une récession express et le rouble décroche sur le marché d'échange, puis le PIB se redresse dès 2017. Il ne reviendra jamais à son niveau d'avant la crise de Crimée, mais les autres indicateurs fondamentaux sont officiellement dans le vert, comme la dette publique qui a été ramenée à un quart de ce qu'elle était en 1999 et qui s'établit à 19,3% du PIB seulement dès 2020. En 2021, sous la pression de la pandémie, la croissance recule de 2,7%, mais l'économie russe résiste mieux que beaucoup de pays de l'OCDE et elle rebondit de plus de 4,5% l'année suivante.
Puis, comme tout le monde, ou presque, le pays n'échappe pas à sa crise inflationniste avec un indice des prix qui culmine à 13,8% en 2022 après 6,7% de hausse en 2021. Quand l'opération spéciale russe est lancée en février 2022 et que la deuxième salve de sanctions tombe, la situation économique est déjà moins favorable, mais Vladimir Poutine garde son sang-froid et il prend tout ça comme une opportunité exceptionnelle de changer encore plus de choses, comme on va le voir tout à l'heure. D'abord, les avoirs des oligarques russes proches du clan Poutine sont gelés, en même temps que les réserves en dollars et en euros des banques russes. En tout, près de 350 milliards de dollars ont été mis sous séquestre par les États-Unis et l'Union européenne. Les biens immobiliers de prestige, les bateaux et les collections d'art sont saisis. Les déplacements des ressortissants russes subissent aussi un gros coup de frein. On ne délivre plus de visas dans les ambassades, l'espace aérien, les routes et les ports de l'Union européenne sont fermés aux avions, camions et navires russes, et le montant du prix du transport de produits russes est plafonné. Même chose pour le pétrole, qu'aucun pays ne peut acheter à plus de 60 $ le baril sans s'attirer les foudres de l'Alliance occidentale. Il est aussi interdit d'exporter vers la Russie tout produit qui contient un mécanisme ou des technologies avancées, comme des moteurs de drones ou les nouvelles générations de semi-conducteurs. Les armes à feu, munitions et équipements militaires sont aussi concernés. LVMH, Hermès, Kering et nos autres fleurons commerciaux synonymes du French art de vivre ont perdu un marché colossal quand un embargo sur les produits de luxe a été décrété, en même temps que sur le papier, le ciment, le caoutchouc, les alcools, les bijoux, les métaux, le charbon et le gaz. Objectif, isoler la Russie financièrement, économiquement et politiquement, tarir les flux de sa balance commerciale, l'obliger à vendre à perte, la priver de ressources et punir ceux qui se porteraient à son secours. Alors, avec tout ça, où en est la Russie en 2023 ? Est-ce que ça a marché ? Eh bien oui, ça a marché, mais pas aussi bien que notre ministre de l'économie l'aurait souhaité. Certes, la puissance économique russe a reculé de 2,1% en 2022, mais on s'attendait à plus, et surtout, rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, le clan Poutine a reçu un grand nombre de soutiens, beaucoup plus qu'attendu, qui ont surpris les observateurs. Tous les pays du monde ne se sont pas rangés massivement et spontanément derrière l'Ukraine et l'OTAN. Certains ont préféré rester neutres pour ne pas perturber leurs bonnes relations avec les belligérants. D'autres ont carrément refusé de condamner l'invasion russe et ont rejeté les sanctions, comme la Syrie, la Biélorussie, l'Inde, qui est devenue la première destination du pétrole russe, ou la Chine, qui achète bois, gaz et métaux par lot de 200 porte-containers. Le pays a donc réorganisé ses circuits commerciaux, noué d'autres partenariats et resserré les liens avec les BRICS, les puissances émergentes du G20 et les pays de l'OPEP+, qui observent les événements avec le plus grand intérêt. Eux aussi voient dans le renforcement des liens avec la voisine chinoise une occasion à ne pas manquer de pouvoir enfin se passer des États-Unis et mettre fin aux privilèges du dollar. Isoler la Russie ? Pas vraiment. Une dizaine de banques a bien été exclue du système SWIFT le 20 mars 2022 et en théorie, le pays devrait se retrouver gravement handicapé puisqu'il ne peut plus ni recevoir ni envoyer de l'argent dans un pays étranger. En clair, pas la peine d'exporter vers la Russie, de toute façon vous ne serez pas payé. Là encore, la mesure a été efficace. Elle a complètement désorganisé le système financier de l'ennemi et le rouble a fondu devant le dollar et l'euro, mais ça n'a pas duré longtemps. Dès le 8 avril, le rouble est revenu à son niveau du début de l'année, comme si de rien n'était. L'explication, c'est que toutes les banques russes n'ont pas été déswiftées, un mot qui a de l'avenir, comme la Gazprom Bank, bien utile pour pouvoir continuer à commander et à payer le gaz. Plusieurs établissements russes majeurs continuent les échanges sous haute surveillance pour le compte de leurs clients. Quant à celles qui ont été visées par les sanctions, elles ont trouvé d'autres moyens pour communiquer avec le reste du monde, comme les messageries financières spécialisées ou en passant par les crypto-monnaies. Et puis, CIPS, l'alternative chinoise au SWIFT occidental, a fait de gros progrès. Créer un concurrent au système de paiement dominé par les États-Unis, c'est un projet qui occupe le Parti communiste chinois depuis 2012 et les événements obligent le président Xi Jinping à accélérer le planning pour profiter d'un parfait alignement de planètes. L'occasion est trop belle de lancer un vaste mouvement de dédollarisation à l'échelle mondiale, tout en soutenant sa voisine russe pendant l'épreuve. Malgré cela, selon les prévisions du FMI et de la COFAS, la récession devrait se poursuivre en 2023 avec un petit moins 0,8%. Entre les dépenses massives dans la guerre, la baisse des recettes énergétiques et celle des taxes sur les importations, réduites par les sanctions, la balance commerciale devrait rester excédentaire, mais certainement pas aussi élevée que les 227 milliards de dollars enregistrés au printemps 2022, et l'État russe va avoir besoin d'argent.
Pour financer un déficit estimé à 2% du PIB, il faudra compter sur la réduction des dépenses publiques, des hausses d'impôts et de nouvelles taxes sur les bénéfices des grandes entreprises, sur l'aide de la Banque centrale de Russie, du Fonds national du patrimoine et sur l'émission de nouvelles obligations. Pas d'inquiétude, même avec le gel d'une partie de ses avoirs détenus à l'étranger, la Russie a de l'argent de côté qu'elle accumule depuis des années, l'équivalent de 250 milliards de dollars de réserves, soit la moitié du budget de l'État. Mais il y a un impératif. Le pétrole et le gaz doivent continuer à se vendre. Car si la Russie essaye de diversifier ses débouchés, elle est toujours aussi dépendante de sa rente fossile qui représente environ 40% de son PIB. Tout ira bien tant qu'elle aura des clients. Enfin, et l'actualité le montre avec les récentes attaques de drones à Moscou, ou le conflit qui a failli dégénérer en guerre civile entre l'armée privée de Wagner menée par Yevgeny Prigojine, la guerre entre physiquement dans la réalité des Russes. Les sanctions se ressentent au quotidien, quand il faut voyager ou réaliser des opérations financières internationales, ou tout simplement quand il faut faire ses courses ou se soigner, et tout ça pourrait conduire à des difficultés sociales. Depuis 2020 et la réforme de la Constitution, Vladimir Poutine a obtenu le droit de se représenter pour un nouveau mandat présidentiel l'année prochaine, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2036 au moins. Mais avec une économie qui stagne, un accès limité aux technologies et aux financements étrangers, des conscriptions à répétition, la corruption qui entache les oligarques, et en l'absence de réformes comme par exemple la refonte du droit de propriété ou de l'insolvabilité, difficile d'envisager un climat social stable. Pourtant, la cote de popularité de l'actuel président n'arrête pas de grimper et soyons lucides, pas facile d'envisager une défaite de l'ours de Moscou aux prochaines présidentielles, quand on sait ce qui arrive à ceux qui se présentent contre lui. Mais où en sera le conflit en Ukraine à ce moment-là ? Tout dépendra de cela et pas facile de savoir comment cette guerre va se finir. Victoire par abandon, trahison ou désertion, comme on l'a imaginé avec le conflit Wagner, accord négocié, mais à quel prix ? Ou bien destruction de masse ? Si vous avez la réponse ou si vous avez envie d'ajouter quelque chose, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à activer la cloche et à cliquer sur j'aime pour nous le faire savoir, on adore ça. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous, on vous retrouve très bientôt sur la chaîne, c'était Moni Radar.